Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, je vous propose de nous retrouver aujourd'hui pour adresser la question des modalités de collaboration avec les laboratoires de recherche publique. Donc, comment collaborer avec un laboratoire de recherche publique pour réaliser un projet de recherche en vue du développement d'une solution innovante, de la résolution d'une problématique industrielle ou non, ou de tout autre besoin qui nécessite d'avoir une démarche de R&D pour aboutir à la solution. Je vais présenter les modalités de collaboration, mais pas les sources de financement, puisque ça sera un autre webinaire qui aura lieu le 22 avril à 11 h. Et ce que je vais faire pendant la présentation, c'est de vous illustrer les différentes formes de partenariat avec des exemples. Alors, juste pour me présenter, donc je suis Delphine Crampon. J'ai un doctorat en biologie et après une dizaine d'années dans un laboratoire de recherche, j'ai rejoint un cabinet de conseil en financement de l'innovation pendant 10 ans aussi, et j'ai accompagné sur de nombreux sujets R&D des entreprises de toute taille, TPE, PME et grands groupes. Et donc, je connais aussi bien le mode de fonctionnement des entreprises, notamment en termes de gestion de portefeuille de R&D. Et puis, depuis 5 ans, j'ai rejoint le Carnomine et le projet CARA, avec pour mission de connecter les entreprises de la filière mode et luxe avec les laboratoires de recherche publique qui constituent CARA. CARA a pour vocation de répondre aux besoins des entreprises de cette filière par l'innovation et pour améliorer leur compétitivité. Concernant les laboratoires Carnot, il faut savoir que ces laboratoires ont vraiment pour vocation la recherche pour le monde socio-économique. Et en fait, les entreprises sont indispensables pour eux pour permettre aux laboratoires de remplir leur mission de création de connaissances au service de la société et des entreprises. Des conditions nouvelles qui ont pour but, évidemment, de leur faire gagner en compétitivité. Je ne vais pas vous détailler, en fait, tout ce qui est fait au sein de CARA, les laboratoires, les actions et les événements. Je vous propose donc d'aller directement sur notre site Internet qui est affiché en bas à droite de cette diapositive et vous pourrez y télécharger notre plaquette. Alors, pourquoi faire de la recherche et du développement expérimental? En fait, quand la question, le besoin, l'enjeu ne peut plus être adressé par une simple exploitation des expertises et des connaissances qui sont dans l'entreprise et qu'il faut aller explorer au-delà des connaissances existantes, eh ben, on commence une démarche de R&D. Je rappelle juste que la R&D répond à 5 critères. Un critère de nouveauté, de créativité, d'incertitude, c'est-à-dire en fait qu'on ignore pour la plus grande part ce à quoi elle va aboutir au moment de sa réalisation. Enfin, du moins, on ignore le temps et le volume de ressources nécessaires pour obtenir un résultat. Les 2 autres critères sont la reproductibilité et le fait que ça soit systématique, c'est-à-dire par itération. Alors, faire de la R&D, ok, mais pourquoi collaborer avec un laboratoire de recherche publique en R&D? En premier lieu, c'est bénéficier des retombées de nouvelles connaissances générées par le laboratoire et des innovations techniques, technologiques qui en découlent, afin de permettre à l'entreprise d'améliorer son produit substantiellement ou d'en proposer même de nouveaux, mais aussi d'améliorer, d'optimiser fortement ses procédés de fabrication, par exemple, soit pour réduire l'empreinte environnementale ou réduire les coûts, mais c'est aussi un bon moyen d'anticiper une nouvelle réglementation ou de conquérir de nouveaux marchés. On peut aussi imaginer que ça permette d'améliorer les conditions de travail, d'intégrer de nouvelles compétences, d'attirer de nouveaux talents, voire de changer l'image de l'entreprise et préserver les savoir-faire. Bon, la liste n'est évidemment pas exhaustive ici. Alors, on sait pourquoi on veut faire de la R&D et en fait, un point important, c'est être en accord avec sa stratégie d'entreprise et les enjeux associés, car on sait que la R&D va permettre d'explorer des solutions qui ne relèvent pas de la simple adaptation ou de l'amélioration du produit qu'on fait tous les jours. Et à ce stade, c'est important que l'entreprise soit vraiment claire sur sa stratégie interne et ce qu'elle attend de la R&D, afin d'engager des projets qui sont bien alignés avec cette stratégie et éviter d'avoir des résultats qui ne sont pas, après la réalisation du projet, source de déception, parce que finalement, ils n'adressent pas les réelles attentes.
Et en fait, je vous renvoie pour ça à une formation diagnostique qu'on a récemment faite avec le cabinet Sting et qui est mentionnée sur notre site internet. Donc, si vous voulez faire de la R&D partenariale et que c'est la seule solution pour répondre à votre besoin, enjeu problématique, parce qu'en interne, vous n'avez pas les compétences ni le temps pour mener correctement le projet, eh ben, soyez bienvenus. Il y a plusieurs possibilités qui sont affichées sur cette diapo-là. Par contre, ce qui est clair, c'est que pour avoir une solution innovante sous 3 jours, sous 15 jours ou 3 semaines, par exemple pour préparer une collection, c'est évidemment pas avec un laboratoire qu'il faut collaborer, mais plutôt avec une start-up ou une spin-off qui a des solutions sur étagère. En effet, collaborer avec un laboratoire, c'est adresser des besoins qui peuvent être très opérationnels si on veut, mais qui nécessitent d'aller bien au-delà de la petite amélioration de produit, comme je disais, et donc cette démarche prend du temps. Par exemple, si on parle de digitalisation, ce n'est pas installer un ERP qui peut être fait par beaucoup d'entreprises privées très compétentes, mais ça serait plutôt de comprendre, de développer les potentiels de l'intelligence artificielle, par exemple, qui pourraient être transférés sous forme ensuite de logiciels, que ce soit un logiciel de prévision de vente ou un logiciel dédié à la recherche de défauts de pièces et de maintenance. Ainsi, le travail du laboratoire fait émerger de nouvelles connaissances et par cascade assure la création d'applications pour l'entreprise ou la société, voire le bien commun. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on peut travailler avec les laboratoires sur des temps quand même courts, par exemple au travers de plateformes sur quelques semaines, ou très longs sur, par exemple, les chaires qui se font sur 4 à 5 ans. Par rapport à la typologie de collaboration, on va avoir des budgets dédiés qui sont en conséquence impactés. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'avoir quelques milliers d'euros pour un essai sur une plateforme. Par contre, sur les chaires, on est bien au-delà et souvent, il y a le partage des efforts financiers qui est fait entre plusieurs entreprises pour mener cette recherche. Donc là, je vous propose d'aborder les étapes pour mettre en place une collaboration, d'expliciter un petit peu les différentes étapes de mise en place de la collaboration. La première chose, c'est de se dire, bon, j'ai un besoin et la recherche peut y répondre. Je peux déjà venir voir un chargé de soutien innovation ou un chargé d'affaires qui représente les laboratoires pour poser les questions et de me demander à trouver l'expert correspondant au sein des réseaux des laboratoires et ensuite proposer de monter une réunion avec le chercheur quand il sera identifié. On peut aussi tout à fait aller voir le chercheur directement, si j'en connais un, si j'en ai déjà identifié un, pour discuter avec lui exposer mon besoin, ma problématique ou mon projet d'innovation. À ce stade, il est possible de prévoir même un NDA pour couvrir les échanges et qu'il reste confidentiel. En fait, cet échange avec le chercheur est important parce qu'il permet de définir la question à laquelle doit répondre le programme de collaboration. Le chercheur est souvent à la pointe des connaissances dans son domaine et il saura identifier le gap entre les connaissances existantes et l'objectif à atteindre. Et à partir de là, le chercheur peut vous proposer un programme, des lots, des phases et des approches. Cette discussion, en fait, qui va définir aussi les modalités de collaboration les plus pertinentes pour vous et au regard du besoin exprimé. Encore une fois, je vous rappelle qu'il faut que vous soyez clair sur vos enjeux en interne, parce que quand on commence, par exemple, une thèse sur des matériaux de remplacement parce que le matériau va être interdit par la réglementation, il vaut mieux être clair dès le départ à savoir si le matériau doit aussi être écologique ou non. Parce que si vous le définissez a posteriori, la solution qu'on va vous proposer va peut-être répondre à la première demande de créer un matériau de remplacement, mais risque d'être en décalage avec l'autre enjeu si ce matériau nouveau et innovant ne répond pas aux critères que vous avez émis a posteriori, qui étaient d'être écologique. Alors, lors de l'échange, le chercheur va pouvoir définir les étapes et puis surtout les moyens humains et technologiques qu'il doit mettre en œuvre pour répondre à l'attente du partenaire. Donc, cette question de moyens est centrale car en termes de R&D, on a obligation de moyens mais pas de résultats. En effet, on n'est pas dans de la prestation le plus souvent,
mais dans ce qu'on a dit R&D, avec tout ce que cela signifie en termes d'incertitude, et on ne peut pas les certifier d'avant. Alors, évidemment, les collaborations se passent très bien, on génère du résultat, mais voilà, on ne peut pas certifier que le résultat attendu était celui forcément imaginé au départ ou souhaité au tout début de la collaboration. À savoir que la recherche est vraiment un investissement. Alors, j'essaie de retrouver ma slide suivante, excusez-moi. Voilà. J'ai sauté. Alors, en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que quand on définit un programme de recherche, il y a souvent des résultats, même s'il y a de l'incertitude, il y a quand même souvent des résultats. Et donc, il faut anticiper la gestion des résultats entre les partenaires. Quelles sont les formes de résultats? Est-ce que c'est un logiciel, un nouveau matériau, un procédé, une publication ou un démonstrateur? Et donc, il est nécessaire de bien les identifier pour connaître aussi les formes d'exploitation des résultats afin que chaque partenaire, y compris le laboratoire, s'y retrouve. Et c'est ce qu'on appelle la gestion de la propriété industrielle ou intellectuelle, et elle va être gérée aussi dans le contrat. Par exemple, si on a un brevet, il faut savoir qui est le titulaire. Est-ce que l'entreprise est le titulaire ou est-ce que l'entreprise et le laboratoire sont co-titulaires de ce brevet, par exemple. Donc, tous les cas sont possibles et c'est donc là une discussion vraiment au cas par cas. Et la seule chose qui n'est pas négociable pour le laboratoire, c'est qu'il ne peut en aucun cas être empêché de poursuivre ses recherches à l'issue de la collaboration. On comprend donc que la négociation des conditions d'une collaboration ne se résume pas à un accord sur les termes scientifiques qui décrit le travail à effectuer et le montant de la participation financière des partenaires, mais aussi sur un ensemble d'éléments qui, comme tout contrat, permet la bonne exécution de ce qui est envisagé. Et c'est pour ça que le responsable scientifique n'est pas le seul à intervenir dans le montage de cette collaboration. On aura des services dédiés qui sont des services juridiques, des services de développement de partenariat pour le montage financier. Et si on doit faire l'embauche de personnel adossé au projet, évidemment, on va s'appuyer sur un service RH dédié. Donc, en fait, l'ensemble de ces services spécifiques, on va dire, permet d'assurer le professionnalisme dans l'établissement et la réalisation du contrat et de son suivi. Bien entendu, il s'appuie aussi sur ce que le responsable scientifique a proposé en termes de programme de collaboration et de modalités au départ. Juste pour resynthétiser cette partie-là, en fait, le contrat correspond donc à un engagement de moyens et non de résultats. Il était important qu'il y figure ce qui est entendu en termes d'exploitation de résultats et il assure aussi les clauses de confidentialité de collaboration et le prix étant fixé au regard de tous les autres éléments constitutifs du contrat. Alors, là, je vais aborder plus précisément les divers formats de collaboration. Et je vais commencer par vous parler d'un format qui est très apprécié par les entreprises, c'est le stage étudiant. Les étudiants suivent un cursus dans lequel est inclus un stage à faire en entreprise. Par exemple, à Mines ParisTech, les élèves ingénieurs passent entre 12 et 21 mois en entreprise pendant leur cursus. L'idée est de les confronter aux questions du monde socio-économique et de faire appliquer les acquis aux bénéfices de l'entreprise partenaire. Les stages vont souvent de 3 à 6 mois en fonction du niveau d'études et de diplôme. Les étudiants sont évidemment encadrés par les enseignants-chercheurs avec toutes leurs expertises dans le domaine. Et ce format est une première étape de recherche qui permet d'avoir une preuve de concept, par exemple. Ce stage peut être aussi une pré-embauche par exemple, ou un moyen d'internaliser des compétences. Lorsque le salarié, un des salariés est la personne qui va suivre la formation et faire le stage par la suite. Alors, je vous prends le cas, par exemple, de la maison Marine Serre,
qui est une entreprise consciente de l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement. Et elle a choisi de redéfinir le processus de création, la supply chain qui en découle, pour amorcer une mode nouvelle et circulaire. Et elle propose ainsi depuis 2017 des pièces de prêt-à-porter provenant de matières recyclées. Et en fait, pour aller plus loin dans la démarche, la société a sollicité un étudiant de mine ParisTech pour sa thèse professionnelle. Et la personne a analysé les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie d'un jean upcyclé en comparaison avec un jean dit traditionnel. Et en fait, suite à ce travail, pour chaque phase du cycle de vie, il a été fait des recommandations pour venir réduire les impacts en adoptant une vision transverse qui allait du design à la qualité sans oublier la recyclabilité. Un autre exemple, celui d'un stage qui avait pour objectif de concevoir et développer une intelligence artificielle capable d'identifier sur les photos de bouquets transmises par les fleuristes les variétés de fleurs le constituant, afin d'alerter automatiquement si une fleur d'un bouquet semble hors saison. Donc, il s'agit d'abord d'entraîner par deep learning un module de détection et catégorisation de reconnaissance des fleurs du bouquet. Et pour chaque variété de fleurs reconnue, l'intelligence artificielle doit afficher en surimpression sur la photo de bouquet les variétés de fleurs reconnues. Et ensuite, mettre en évidence les éventuelles fleurs qui paraissent hors saison, compte tenu des informations de saisonnalité qui ont été déjà associées, notamment par la start-up concernée par ce stage qui s'appelle Fleurs d'ici. L'autre moyen de collaborer facilement avec les laboratoires de recherche, c'est sur des temps courts, je veux dire, sont les plateformes. Les plateformes sont des plateaux techniques qui sont équipés de moyens techniques de pointe, souvent mutualisés entre services. Et ces plateformes servent non seulement aux chercheurs, mais servent aussi, alors pour faire des essais, mais aussi sur des collaborations de grande envergure. Donc, vraiment, les plateformes sont souvent très, très bien équipées et peuvent être utilisées soit sur des essais très ponctuels, soit sur des gros projets. Mais du coup, le fait qu'on puisse y accéder pour des essais ponctuels, c'est un moyen assez intéressant, en fait, pour les entreprises qui ne connaissent pas le monde de la recherche pour avoir un point d'accès et avoir une première expérience avec un laboratoire. Là, je vous ai mentionné sur cette diapo-là, justement, la plateforme Gala de l'IMT Minalbi, qui est souvent utilisée par L'Oréal, pour des études courtes sur des méthodes d'encapsulation de principes actifs pour des produits cosmétiques. La slide suivante vous présente un peu un équipement unique en France. Voilà, d'où l'intérêt en fait des plateformes, c'est de pouvoir posséder des équipements un petit peu uniques en France. Donc ça, c'est une plateforme de mine ParisTech. Et pour rentrer un petit peu dans le détail, donc c'est une machine de diffraction des rayons X qui rassemble un très nombre de techniques et avec lequel on peut envisager de concevoir des expériences in situ à façon. Donc, en fait, les données de ce type de machine permettent d'acquérir une meilleure connaissance des matériaux, de leur dureté, de leur résistance et de leur structure, ce qui intéresse particulièrement le secteur de l'horlogerie et de la bijouterie. À savoir que les chercheurs, non seulement qui ont des connaissances très pointues, peuvent aussi, au-delà des plateformes, accompagner sous forme de missions d'expertise et de conseil les entreprises, sachant que quand les entreprises font appel à eux, c'est parce qu'ils ont des connaissances et des compétences uniques qu'ils ne peuvent pas retrouver ailleurs. Alors, je remonte les diapos, excusez-moi. Si on passe à ce qu'on retrouve très souvent, c'est-à-dire la recherche contractuelle, le contrat direct avec, entre les entreprises et le laboratoire. Souvent, dans ces cas-là, on a une entreprise, un laboratoire. L'entreprise sollicite le laboratoire pour l'accompagner sur un sujet qui demande le plus souvent
un temps un peu plus long de collaboration pour aboutir à la solution. Ça peut varier entre 9, 12 ou 18 mois en général, en fonction de l'écart entre l'état des connaissances et l'objectif à atteindre. Mais ça peut aussi, après, aboutir à une thèse qu'on verra plus tard comme modalité de collaboration. Je voudrais juste faire un point sur les contrats cadres, en fait, qui sont signés, qui sont des moyens. On n'explicite pas forcément le projet dedans, mais on signifie les modalités de collaboration que l'on veut mettre et on les utilise généralement quand on sait qu'on va avoir des collaborations récurrentes, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite ensuite sur la contractualisation de la recherche projet par projet, on va dire. Ce que j'ai mis comme exemple de recherche contractuelle ici, c'est de nouveau le secteur de l'horlogerie qui sollicite un laboratoire de mine ParisTech pour étudier le cold spray et la projection de métaux précieux sur des composants constitutifs du monde, et ainsi envisager son utilisation dans le cadre d'ajout de matière, un peu comme la fabrication additive ou encore dans le cadre de réparation de pièces. Un autre exemple, alors une collaboration devenue récurrente sur le PEF, je ne vais pas redonner l'intitulé exact du matériau, c'est un matériau 100% biosourcé qui est analogue au PET, le fameux constituant des bouteilles plastiques. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que le PEF possède des avantages intrinsèques en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre ou de propriétés barrières quand on l'utilise. Et en fait, la collaboration entre, là c'était Sidel et Avancium, avec Mines ParisTech et puis l'Institut de chimie de l'Université Côte d'Azur, c'était pour voir les conditions industrielles acceptables de la mise en œuvre de ce matériau et puis explorer ses propriétés et ses potentialités. Alors, on peut aussi utiliser comme modalité de collaboration des projets collaboratifs qui peuvent être subventionnés soit par des contextes, enfin dans un contexte régional, soit par des organismes nationaux ou encore via l'Union européenne. Donc, les projets subventionnés sont souvent des réponses à appel à projets soit spécifiques ou génériques qui incitent à la collaboration multi-partenaires, c'est-à-dire qu'on a 2 ou plus partenaires qui travaillent ensemble, dont un au minimum un laboratoire public. Et les projets se déroulent sur des durées supérieures souvent à 12 mois. L'API est une question importante et la signature d'un consortium agreement est incontournable. Les subventions finançant les partenariats publics privés ont pour contrepartie souvent la dissémination des résultats sous diverses formes, communication, publication, le partage de cette API. Donc, les formes sont définies dans ce cas-là dans ce fameux document de consortium agreement. Pour illustrer ce type de partenariat, je vais reciter un exemple que j'avais déjà cité dans un précédent webinaire. Ce sont les sociétés Moulinage du Solier et Moulinage et Texturation Réunis qui avaient pour nécessité de conquérir de nouveaux marchés en proposant un produit très innovant. Et en fait, les 2 entreprises ont bénéficié d'un financement FEDER, un instrument européen de financement, mais qui est supervisé par les régions. Et là, il s'agit de gérer le transfert de compétences d'un laboratoire de Sigma Clermont vers ces 2 entreprises au travers du développement de films photoluminescents qui avaient pour objectif de remplir des fonctions essentielles de signalétique ou d'éclairage pour des secteurs industriels très demandeurs comme le naval, le bâtiment, l'habillement, l'aéronautique ou l'automobile. Un autre exemple de projet collaboratif qui s'appelle LIMA et qui est, lui, une envergure beaucoup plus importante puisqu'il a eu lieu sur 48 mois. L'objectif du projet est de maîtriser et de restituer l'apparence visuelle des matériaux à différentes échelles d'observation en développant un ensemble de modèles physico-mathématiques de formulation. Et ces modèles sont fondés sur des modes d'interaction des matériaux avec la lumière.
L'objectif est donc d'avoir une visualisation virtuelle de l'apparence des matériaux manufacturables et l'expression de sa composition physique. Sur ce projet-là ont été associés 3 PME qui sont cités sur la diapositive et un grand groupe, PSA, Peugeot, Citroën, et ainsi que 4 centres de recherche, 3 de Mines Paris Tech et l'INSP, qui est, je crois, l'Institut des nanosciences de Paris. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'au-delà même de ce projet, il y a eu création d'une spin-off, d'une start-up qui est capable maintenant de commercialiser un logiciel correspondant aux résultats de ce projet-là et avec l'expertise évidemment qui est associée. Alors, je pense qu'un des formes de collaboration les plus connues avec les laboratoires sont les thèses. Il en existe plusieurs formats, la thèse CIFRE, où le chercheur doctorant est salarié de l'entreprise. Généralement, il a vocation à ensuite intégrer l'entreprise qui l'a suivi en CIFRE. Il y a la thèse ADEME. C'est dans ce cas-là l'ADEME qui est employeur et qui prend en charge une partie des coûts du salaire du doctorant, mais le reste est à la charge de l'entreprise. Et sinon, c'est le laboratoire qui peut venir recruter un chercheur doctorant. Et dans ce cas-là, l'entreprise paiera l'activité globale de recherche comme une prestation, enfin, je dis prestation, mais ce n'est pas vraiment le terme qu'il faut, mais comme une collaboration classique de recherche externalisée. Mais quel que soit le dispositif, donc CIFRE, ADEME ou payé par le laboratoire, en tout cas, l'entreprise, au-delà du salaire du doctorant, devra payer l'encadrement et les moyens techniques mis à disposition pour la réalisation de cette thèse. À noter qu'une thèse, c'est 36 mois de recherche. La thèse va générer de nombreuses connaissances et de nombreux résultats qui vont pouvoir donner des projets d'industrialisation à plus ou moins court ou long terme. Ça dépend de la question initialement posée. Si elle est très amont, il est possible qu'à la fin de la thèse, ça ne soit pas suffisant en fait d'avoir 3 ans de travail pour avoir quelque chose, une solution hyper opérationnelle. Et il faut parfois poursuivre encore un petit peu le travail pour pouvoir avoir un applicatif dans l'entreprise. Il arrive souvent que les thèses permettent le dépôt de brevets aussi. Et c'est pour ça qu'il est important d'anticiper les retombées de la thèse pour que l'API soit bien prise en compte lors de la contractualisation derrière et qu'on anticipe les retombées. À noter, c'est très rare, ça reste exceptionnel, mais il est possible d'avoir des thèses totalement confidentielles. Pour illustrer ce format-là, je reprends de nouveau un exemple que j'avais proposé lors d'un précédent webinaire, qui est le cas de ARCA. Donc là, on va parler projection thermique, qui est une méthode industrielle de traitement de surface utilisée dans l'aéronautique et la mécanique, avec des buts d'alléger les pièces, de les renforcer, de les améliorer, etc. Il s'agit en fait d'appliquer un revêtement liquide, pâteux ou solide sur un matériau donné. Et en fait, cette technique, si elle est perfectionnée, elle reste souvent compatible avec certains types de substrats trop fragiles pour supporter les contraintes thermiques ou mécaniques d'un tel procédé. Et l'objectif de cette thèse, c'était de démontrer qu'on pouvait le faire sur des supports fragiles tels que des essences de bois. Donc, au cours de cette thèse, il y a eu une veille technologique qui a été faite, des hypothèses de travail qui ont été réalisées, puis des thèses, des essais et des analyses de résultats pour ensuite avoir les paramètres ou un démonstrateur qui permettait de montrer qu'on pouvait utiliser cette technologie sur ce type de support fragile. L'objectif de l'atelier d'art qui s'est associé à cette thèse, c'était justement de pouvoir intégrer ensuite cette technologie, on va dire, ou cette approche pour démultiplier son potentiel de créativité. Alors, on va encore plus loin dans
les partenariats, je dirais, possibles. Et là, on aborde le laboratoire commun, qui est un partenariat de recherche publique-privée de grande envergure, avec un investissement humain et financier conséquent. Et par exemple, un laboratoire commun peut prévoir l'achat d'un gros équipement, un financement par un partenaire industriel pour embaucher plusieurs doctorants, postdoctorants, etc. Le montage d'un laboratoire commun prend du temps. Il va bien au-delà de la classique collaboration de recherche sur un projet particulier ou sur un transfert de résultats particuliers. Il a pour objectif généralement de pérenniser la relation en moyenne sur 4 à 5 ans. Et le laboratoire commun est donc souvent monté lorsque les partenaires se connaissent bien et ont déjà bien collaboré ensemble. Clairement, le laboratoire commun doit faciliter le développement de la collaboration avec le ou les partenaires sur des thématiques de recherche bien identifiées, de poursuivre une collaboration, comme on a dit, qui fonctionne déjà pour approfondir cette relation, de poursuivre la recherche et la valorisation de résultats communs existants, et ensuite de rendre visible le partenaire privé ou public en tant que moteur dans la thématique. Et je vous ai mis comme exemple alors, excusez-moi, j'ai un peu oublié de préciser que pour ce type de montage de partenariat, il y avait aussi possibilité d'avoir un soutien financier de l'ANR. Dans ce cas-là, on l'appelle l'APCOM. Ce soutien existe pour une période de 36 mois. Par contre, même principe, à partir du moment où on a une subvention publique, dans ce cas, l'API ne peut pas être exclusivement à l'entreprise. Pour participer à l'APCOM, peu importe la taille de l'entreprise, on voit souvent des grands groupes, effectivement, mais on a aussi parfois des PME qui s'engagent sur ce type de partenariat et il n'y a pas de montant minimum imposé, même si souvent le budget peut être important et plus important que sur un petit contrat de recherche contractuelle classique. Pour illustrer ce type de partenariat, je vais parler de Next4, donc qui est une entreprise qui développe des capteurs spécifiques pour la supply chain. Et là, l'idée, c'était pour ce laboratoire commun, essayer d'identifier des solutions pour permettre aux chargeurs de mieux, ou transporteurs, on va dire, de mieux gérer les perturbations, les aléas auxquels leur transport est soumis. Donc, il s'est agi d'établir des alertes en temps réel et ou à venir sur le flux de marchandises transportées, d'évaluer les conséquences supposées de ces événements sur le transport et potentiellement sur la supply chain concernée, puis suggérer des plans d'évitement. Et en fait, dans ce cadre-là, dans cet exemple-là, le laboratoire fonctionne très, très bien et du coup, ils ont pu inclure un autre partenaire, c'est-à-dire le groupe Bolloré. Alors, on grandit un petit peu, on va dire, dans l'ambition du partenariat et on va passer sur les chaires qui se construisent sur des enjeux stratégiques forts et qui adressent des enjeux de société et donc qui demandent un effort de recherche sur du long terme. Ces chaires ambitionnent de satisfaire un triple objectif, en fait, de développer les enseignements dans le domaine émergent au sein de formations dispensées dans les filières de formation, de mener un programme de recherche ambitieux qui sont souvent alimentés par des thèses et des stages postdoctoraux et de favoriser les échanges et les synergies entre les partenaires académiques et industriels. En fait, une chaire comprend un ou plusieurs laboratoires, de 1 à 10 partenaires ou plus, qui se regroupent pour partager le coût de cette recherche. Et en fait, on distingue deux grands types de chaires, les chaires industrielles ANR, qui offrent un cadre favorable à de large développement scientifique tout en visant des retombées importantes pour le monde industriel. Donc là, on a une subvention d'État, pareil, avec nécessité de partager l'API. Et dans le cadre de chaires de mécénat, qui sont portées, par exemple, par la Fondation ParisTech, pour en citer une, la propriété publique des résultats garantit une diffusion des connaissances vers le monde socio-économique au niveau national, voire international, et une meilleure valorisation. Donc là, on est vraiment dans le cadre où l'entreprise qui s'associe va plutôt avoir
un souhait de rayonnement et de légitimité sur un domaine particulier, mais pas de protéger via des brevets les retombées de ces recherches. Je vous ai mis sur le côté un exemple de chaire qui est la chaire TMCI, qui est l'aboutissement en fait d'un programme de recherche sur l'ingénierie de la conception et de l'innovation, un programme né d'une double motivation, celle de la rationalisation des activités de R&D et de la quête d'une fondation scientifique pour les sciences de conception. Et en fait, cette chaire a donné lieu à des connaissances essentielles sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique. Et généralement, les entreprises qui participent à cette chaire sont des secteurs très, très variés, mais on constate de plus en plus qu'elle est rejointe par des entreprises du secteur du luxe qui sont très intéressées par les retombées des travaux de cette chaire. Comme on le voit sur la diapositive, plus de 500 documents publiés, plus de 11 brevets, donc vraiment très productif. Je vais juste vous montrer aussi une des retombées de cette chaire qui consiste en une collaboration via le format d'une thèse. C'est la maison Dom Pérignon, en fait, un des salariés de cette maison qui a fait une thèse et elle a consisté en un travail en fait de formalisation de son propre patrimoine avec pour objectif de permettre à l'ensemble des acteurs impliqués de créer de nouvelles expériences de consommation en restant fidèle à son histoire, à sa vision et surtout à son identité et sa marque. Et en fait, le travail de thèse a fait émerger la notion de patrimoine de création, un nouvel outil, en fait, une nouvelle méthode qui est maintenant bien partagée par tous les acteurs de l'entreprise pour assurer une dynamique d'innovation qui donne les moyens de répondre à même d'autres problématiques comme l'innovation durable et respectueuse de l'histoire, mais aussi de l'environnement. Comme le chercheur doctorant était déjà salarié de l'entreprise, une fois qu'il a fini sa thèse, il a réintégré à 100% l'entreprise, il a pu internaliser ses nouvelles compétences et renforcer la démarche initiée lors du programme de recherche. Juste pour illustrer ce qui existe dans le secteur mode et luxe comme chaire, il y a la chaire mode et technologie qui lie l'ECTRA et l'ESCP. C'est une chaire qui est très tournée sur les questions stratégie de croissance et business, forcément. Une deuxième chaire à citer quand même qui est bien connue dans ce secteur-là, c'est la chaire Kering, en partenariat avec l'IFM, qui s'intéresse aux aspects stratégie et business, mais plutôt cette fois orienté développement durable et RSE. Et enfin, la troisième que je vais citer, c'est la chaire Bali, qui, elle, est vraiment focalisée sur les innovations technologiques à venir dans le secteur de l'industrie de la mode et du luxe et qui est portée par Estia et un certain nombre de marques. Pour finir, je vous propose juste une sorte de diapositive récapitulative qui résume les formes de collaboration en termes de délai, mais aussi vis-à-vis de l'accès au marché. Alors attention, hein, même pour une chaire où on sait qu'on est sur des temps longs et a priori éloignés de l'accès marché, il y a de très très nombreux résultats intermédiaires qui sont générés et qui sont exploitables. Donc, il n'est évidemment pas nécessaire d'attendre 4 à 5 ans pour obtenir des retombées de l'investissement. Je n'ai pas vraiment parlé des spin-offs et des startups issus du monde universitaire parce que moi, je considère que ça revient à parler de solutions, de commercialisation, de solutions. Par contre, on peut se dire que le transfert sur marché peut être aussi un moyen de collaboration si l'entreprise vient soit pour obtenir une licence exclusive de brevet, soit pour avoir un transfert via la cession de brevet aussi, permettant l'exploitation des résultats générés par les laboratoires derrière. J'en ai fini avec la présentation. Donc, je vous propose, si vous avez des questions, d'échanger, de partager sur ces questions.
Alors, je vois directement une question sur avez-vous un modèle de NDA préalable à l'entretien avec la protection de l'API? On a des modèles de NDA préalables avec déjà des mentions qui prend en compte l'API, mais après, il faut vraiment être spécifique euh, derrière. Donc, ça dépend à quel niveau on doit établir le NDA. Si le NDA il est juste au niveau du premier échange avec le chercheur, il a pour objectif simplement de couvrir les informations qui vont être échangées. À partir du moment où on a un programme de collaboration euh, qui est mentionné, là, on va être beaucoup plus spécifique sur ce qu'on va signifier en termes de pays. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, je crois qu'Éric est en train d'écrire dans le chat. Oui, ça répond à sa question. Donc, moi, ce que j'ai proposé à nos participants, c'est qu'ils puissent poser leurs questions soit à l'écrit via le chat, soit à l'oral en activant leur caméra micro. Donc, on vous invite à faire l'un ou l'autre selon vos préférences pour pouvoir aborder les. Alors, Eric demande où est-ce qu'on active le micro. Ça se situe en dessous des caméras. Là, vous me voyez moi, vous voyez Delphine et Agnès. Vous avez en dessous des boutons rouges, caméra et micro. Donc, ça, ce sont vos boutons en fait qui sont rouges. Donc, vous pouvez cliquer sur l'un et l'autre et normalement, vous devriez apparaître. Alors, ça ne marche pas. Il faut que vous autorisiez l'accès à la caméra et au micro. Je regarde quand même par acquis de conscience. Je vais vous passer animateur. Peut-être que ça sera plus facile pour vous. Mais normalement, vous devez pouvoir cliquer sur les deux et activer. Donc, pendant ce temps-là, est-ce que il y a d'autres questions pour Delphine? Ouais, bonjour à tous, Agnès Laboudic. Si je peux juste apporter une petite précision sur les chaires. Delphine, tu as très bien présenté les différents exemples. Je voudrais insister sur le fait que donc dans les chaires, il y a les formats de mécénat, il y a les chaires industrielles cofinancées par l'ANR, et puis il y a des chaires industrielles qui sont pas cofinancées par l'ANR. Donc là, ça peut être vraiment une relation, une entreprise avec un laboratoire ou plusieurs entreprises avec un laboratoire, avec un partage de résultats entre les différentes entreprises. Et je voudrais insister aussi sur le fait que c'est un véritable moyen de partager, des moyens de recherche sur un sujet qui est assez global, évidemment assez loin du marché, mais qui est un sujet d'importance pour les entreprises qui se ressemblent, qui ont les mêmes problématiques. Donc ça peut être un moyen de partager et les moyens et les risques liés à la recherche. Et ce format a ceci d'intéressant qu'il est relativement long terme, qu'il comprend, les entreprises sont très très impliquées dans la gouvernance de la recherche, avec des comités de pilotage réguliers, des formations aussi qui retournent vers l'entreprise, donc qui sont destinées aux ingénieurs de l'entreprise, donc qui bénéficient des résultats quasiment en temps direct. Donc c'est un format qu'on apprécie beaucoup parce que ça nous donne le temps de déployer véritablement la recherche. Et puis, je voulais signaler aussi que dans ces formats de chaire, comme la chaire qu'a signalée Delphine, la chaire sur les méthodes innovantes, on a des partenaires des grandes entreprises, on a aussi des PME. Donc, c'est ouvert à différents types d'entreprises. Voilà. Et bravo Delphine, c'était très intéressant. Donc, on a un commentaire ou une question qui est en train de s'écrire dans le chat.
Donc, pendant ce temps-là, si nos participants veulent prendre la parole ou poser une question par écrit, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Alors, bon, la question, c'était pour savoir s'il était possible de recevoir la présentation. Donc, pour information, les slides et le replay seront disponibles sur demande. On vous a mis dans le chat le contact. contact@carainnovation.com. Je vais peut-être l'ancrer tout en haut du chat. Donc, vous voyez, le contact, l'email contact, il est tout en haut maintenant. Donc, vous pouvez prendre cette adresse email et puis faire une demande pour recevoir les slides. Donc, ce que je vous propose pendant que vous cherchez éventuellement des questions, si vous en avez, c'est de vous proposer d'ores et déjà de vous inscrire à la deuxième partie de cet événement, en fait, comment collaborer avec un institut de recherche. Et là, donc, je vais vous mettre, voilà. Donc, vous voyez, je vous ai mis, donc c'est le 22 avril à 11 h. Vous avez un bouton qui s'est affiché tout en haut de l'interface. Vous pouvez simplement cliquer sur le bouton. Donc, collaborer avec un laboratoire de recherche publique, comment faire, partie 2, pour ce qui concerne les financements. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. On a quelques personnes qui commencent à s'inscrire sur le webinaire. Est-ce que Delphine, tu voulais faire une conclusion de cette session ? Non, mais je voulais juste effectivement inviter à tous les participants qui souhaitaient poser des questions, soit en rapport avec ce webinaire ou toute autre information qui pouvait les intéresser concernant la recherche publique, à nous solliciter via l'adresse email qui a été mentionnée, j'ai vu dans le chat en tout début, mais je peux la redonner. Cara avec un s-innovation.com, mais avant, il faut juste contact arrobase. C'est ça. Alors, je le remets dans le chat, comme ça, vous l'avez de nouveau. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va laisser les quelques minutes aux participants s'ils veulent cliquer sur le lien pour s'inscrire. Et puis, nous, on peut désactiver caméra, micro et vous dire à la prochaine fois. Au 22 avril, on espère. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.